Comment? J'ai envoyé bouler. L'enrichissement lent. L'objectif dans la vie, ce n'est pas d'être du côté des masses, mais d'éviter de se retrouver parmi les fous. Marc Aurèle. L'enrichissement lent ou le tueur de rêves. Lorsque j'étais ado, je ne me suis jamais donné la chance de devenir riche, jeune. Richesse plus jeunesse était une équation qui n'avait pas de sens, simplement parce que je n'avais pas le potentiel physique. Les routes classiques pour parvenir à la richesse pour les jeunes sont concurrentielles et nécessitent du talent, devenir acteur, musicien, animateur ou sportif professionnel. Autant de chemins barrés par un grand panneau goguenard qui affichait « Fermé », autrement dit, tu peux toujours courir, MJ. Donc, au début de ma vie, j'ai baissé les bras. J'ai abandonné mes rêves, l'enrichissement lent était plus que clair, va à l'école, trouve-toi un boulot, vois moins grand, fais des sacrifices, sois près de tes sous et arrête de rêver de liberté financière, de maisons avec vue sur les montagnes et de voitures extraordinaires. Mais je continuais de rêver. C'est ce que font les adolescents. Pour moi, tout tournait autour des voitures auto. Particulièrement la Lamborghini Countach. Les 90 secondes qui ont changé ma vie. J'ai grandi à Chicago, j'étais gras comme un porc et j'avais peu d'amis. Les filles ne m'intéressaient pas, le sport non plus, je préférais me goinfrer de donuts, vautrer dans un fauteuil poire en regardant des rediffusions de Tom et Jerry. Je n'avais aucune surveillance parentale, ma mère avait divorcé de mon père, des années plus tôt, elle m'élevait donc seule, avec mes frères aînés. Ma mère n'avait pas fait d'études et elle n'avait pas de carrière, je doute que travailler dans les cuisines d'un KFC puisse être considéré comme tel. Cela me permettait de m'adonner à mes petits plaisirs, en général, les sucreries et le dernier épisode de l'agence Tourisque. Mes efforts physiques se résumaient au maniement d'un long manche à balai cassé, je l'utilisais à la place de la télécommande qui était cassée, parce que j'étais trop paresseux pour me lever. Et quand je réussissais à bouger, c'était généralement pour aller jusqu'au marchand de glace du coin, une sucrerie était une perspective motivante. Ce jour-là était un jour comme les autres, j'étais parti chercher une glace. Tout en réfléchissant au parfum que j'allais choisir, je me dirigeais vers le marchand de glace. Quand je suis arrivé, elle était là. La voiture de mes rêves, là, sous mes yeux, une Lamborghini Countach, rendue célèbre par un film à succès des années 1980, l'équipée du Cannonball. Elle trônait stoïquement le long du trottoir, comme une reine toute-puissante. Tel un adorateur devant son Dieu, je ne pouvais plus en détacher mes yeux, j'étais médusé, et toute idée de glace avait disparu. Je connaissais parfaitement la Lamborghini Countach. J'avais placardé les murs de ma chambre de photos d'elle et je bavais devant elle dans mes magazines automobiles préférés, une ingéniosité diabolique, une vitesse scandaleuse, des portes de vaisseau spatial et un prix inimaginable. Pourtant, elle était là, à quelques mètres de moi, tel Elvis ressuscité. Face à sa pure splendeur tangible, j'étais comme un peintre amateur qui se serait retrouvé devant un vrai Monet. Les lignes, les courbes, l'odeur. J'étais bouche bée depuis quelques minutes quand un jeune homme est sorti de chez le glacier et s'est dirigé vers la voiture. Était-ce possible que ce soit le propriétaire? Non. Il ne devait pas avoir plus de 25 ans. Comme il était vêtu d'un jean et d'une chemise en flanelle trop grande sous laquelle je devinais un t-shirt du groupe Iron Maiden, je me suis dit qu'il ne pouvait pas être le propriétaire. Je m'attendais à un vieux, ridé, grisonnant, dégarni et habillé avec 2 saisons de retard. Pas ce genre-là. Punaise, je me suis dit. Et de laisser libre cours à mes spéculations, comment un jeune comme lui pouvait s'offrir un bolide aussi fabuleux? Bon sang, cette voiture coûte plus cher que la maison dans laquelle j'habite. C'est un type qui a gagné au loto, ça? Ou peut-être un gosse de riche qui a hérité de la fortune familiale. Non, c'est un sportif professionnel. Oui, c'est ça. Soudain, une pensée audacieuse m'a traversé l'esprit, et, MJ, pourquoi? Tu ne demandes pas au gars ce qu'il fait dans la vie? Pouvais-je? Debout sur le trottoir, encore sous le choc, je tergiversais. Enhardi par l'adrénaline qui me submergeait, je me suis retrouvé à avancer vers la voiture presque malgré moi. Au fond de moi, j'entendais la voix de mon frère dire d'un ton railleur, « Danger, Will Robinson, danger ». Me voyant approcher, le propriétaire a caché son inquiétude derrière un sourire forcé et ouvert la portière. Ouah! La porte de la voiture s'est ouverte vers le ciel, à la verticale, au lieu de glisser sur le côté comme sur une voiture normale. Cela m'a fait perdre le peu de moyens que j'avais, et j'ai tenté de me ressaisir, comme si les voitures avec des portières futuristes étaient monnaie courante.
Je n'ai pas dû dire plus de 20 mots, mais ça m'a paru être un véritable roman. Ma chance était là, et je l'ai saisie. Excusez-moi, monsieur, ai-je dit en bafouillant nerveusement, espérant qu'il ne m'ignorerait pas. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Soulagé de comprendre que je n'étais pas un ado délinquant, le propriétaire m'aimablement répondu, je suis inventeur. Perplexe parce que sa réponse ne correspondait pas à ce que je m'étais imaginé, je me suis retrouvé paralysé parce que les autres questions que j'avais préparées n'avaient plus de sens. Je suis resté là, figé comme la glace que j'étais venu chercher quelques minutes plus tôt. Saisissant l'occasion de s'échapper, le jeune propriétaire de Lamborghini s'est assis au volant, a refermé la portière et mis le moteur en marche. Le puissant rugissement qui en est sorti a retenti dans tout le quartier, alertant toute forme de vie de la formidable présence de la Lamborghini. Que je le veuille ou non, la conversation était finie. Conscient qu'il se passerait peut-être des années avant qu'une telle vision ne se représente, je me suis fait une image mentale de cette voiture mythique que j'avais devant moi. Je suis reparti, transformé par une nouvelle connexion neuronale qui s'était faite dans mon cerveau. Libéré de la célébrité et du talent. Qu'est-ce qui a changé, ce jour-là? J'ai eu la révélation de l'autoroute et d'une vérité nouvelle. Il n'était plus question de la glace que j'étais venu chercher, je ne suis même jamais entré dans le magasin. J'ai tourné les talons et suis rentré chez moi, conscient d'une réalité nouvelle. Je n'étais pas un athlète, je ne savais pas chanter, je ne savais pas jouer, mais je pouvais devenir riche sans être célèbre ou sans avoir un talent physique. À partir de ce moment-là, les choses ont changé. La rencontre autour de la Lamborghini a duré 90 secondes, mais elle m'a apporté de nouvelles convictions, de nouvelles directions et de nouveaux choix pour toute la vie. J'ai décidé qu'un jour, j'aurais une Lamborghini, et ce, alors que je serais encore jeune. Je ne souhaitais pas attendre ma prochaine rencontre, ma prochaine expérience fortuite et mon prochain poster, je la voulais pour moi. Oui, adieu le manche à balai, j'allais enfin bouger mon gros cul. À la recherche de l'autoroute du millionnaire. Après la rencontre de l'homme à la Lamborghini, je me suis mis à étudier consciencieusement les jeunes millionnaires qui n'étaient ni célèbres ni physiquement talentueux. Mais tous les millionnaires ne m'intéressaient pas, seulement ceux qui menaient une vie riche et extravagante. Cette enquête m'a amené à étudier un nombre limité de personnes obscures, un petit groupe de millionnaires qui répondaient aux critères suivants. 1. Ils avaient un train de vie de riche et pouvaient se le permettre. Je ne voulais pas entendre les histoires de millionnaires chiches issus de la classe moyenne. 2. Ils devaient être relativement jeunes, moins de 35 ans, ou ils devaient avoir acquis leur richesse rapidement. Je n'étais pas intéressé par les personnes qui avaient passé 40 ans de leur vie à bosser et à faire des économies de bout de chandelle pour parvenir à amasser des millions. Je voulais être riche, jeune ou pas vieux. 3. Ils devaient s'être faits tout seuls. J'étais fauché. Ceux qui étaient nés avec une cuillère en argent dans la bouche grâce au loto du sperme gagnant n'étaient pas invités dans mon laboratoire. 4. Leur richesse ne devait pas être due à la célébrité ou au talent physique, ils ne devaient pas être des sportifs professionnels, des comédiens, des chanteurs ou des animateurs. Je cherchais des millionnaires qui auraient débuté comme moi, des individus lambda, sans don ni talent particulier, qui étaient pourtant parvenus à percer. Tout au long du lycée et de l'université, j'ai étudié religieusement cette variété de millionnaires. J'ai lu des magazines, des livres et des journaux, et j'ai regardé des documentaires sur des hommes d'affaires couronnés de succès, tout ce qui me donnait un aperçu de ce petit monde restreint d'eux. Millionnaire, je l'avalais. Hélas, cet entrain pour découvrir le secret de l'enrichissement rapide ne m'a pas donné ce que j'espérais. J'étais la cible rêvée des publicités de fin de soirée à la télévision, crédule, déterminé et armé d'une carte de crédit. Je gobais tout, de la petite annonce au magnat de l'immobilier asiatique avec ses vampes en bikini. Rien ne m'a apporté la richesse, et malgré ce que promettaient les publicités alléchantes, aucun top modèle à la poitrine plantureuse ne s'est jamais matérialisé. Alors que j'assouvissais ma soif de connaissance et que j'enchaînais patiemment petit boulot sur petit boulot, mes recherches m'ont permis de découvrir certains dénominateurs communs remarquables. J'étais convaincu d'avoir trouvé tous les éléments permettant d'arriver à l'autoroute du millionnaire et à la richesse sans être célèbre. J'étais décidé à devenir riche, jeune, et le voyage commencerait une fois que j'aurais eu mon diplôme. J'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait, les obstacles sur la route, les détours et les erreurs. Résister à la médiocrité. J'ai achevé mes études à l'université de Northern Illinois avec un double diplôme de commerce. 5 années de lavage de cerveau pré-emploi, couronnées par la remise des diplômes. Pour moi,
L'université était un endoctrinement pour faire de nous des employés robots, un mariage insatisfait entre toute une vie de boulot et de patron et moi, à être surchargé de travail et sous-payé en retour. Mes amis décrochaient de bons boulots et s'en vantaient, je travaille pour Motorola. J'ai été pris chez Northwestern Insurance. Hertz m'a embauché comme responsable de la formation. Si j'étais content pour eux, mes amis étaient tombés dans le mensonge de la voie lente. Moi? Merci, mais non, merci. Je m'évertuais à éviter la voie lente comme la peste bubonique. Mon idée était de trouver la voie rapide, de me retirer riche et de prendre ma retraite jeune. Obstacles, déviations et dépression. Malgré toute ma confiance, les quelques années qui ont suivi ont été affreusement loin de répondre à mes attentes. Je vivais avec ma mère, alors que je me lançais dans toutes sortes de business, les uns après les autres. Le succès n'était pas au rendez-vous. Chaque mois, c'était quelque chose de différent, des vitamines, des bijoux, un pseudo-programme prometteur de marketing, clé en main, trouvé au dos d'un magazine de business, ou encore, un boulot loufoque de marketing de réseau à grande distance. J'avais beau travailler dur, mon record d'échecs grossissait, au même titre que mes dettes. Les années passaient, et la folie fermentait, parce que j'étais forcé de prendre une série de petits boulots nuls qui avilissaient mon ego, commis-serveur dans un restaurant chinois, oui, il y a des cafards à l'arrière, ouvrier à la journée dans les quartiers pauvres de Chicago, livreur de pizza, livreur de fleurs, coursier, chauffeur de limousine, livreur de journaux le matin pour le Chicago Tribune, vendeur de sandwichs chez Subway, ce qu'il ne faut pas faire, commis inventaire chez Sears, au rayon rideau flippant, collecteur de dons pour une association caritative et peintre en bâtiment. Le seul truc pire que ces boulots et leur paie minable? Les horaires. Pour la plupart il fallait se lever avant l'aube, 3 ou 4 heures du matin, s'il y avait le moindre horaire infernal, vous pouvez être sûr que j'y avais droit. 5 ans d'études supérieures couronnées de succès pour vivre comme un producteur de lait. Bon sang, j'étais tellement fauché que je me suis prostitué auprès d'une femme d'un certain âge pour pouvoir payer le cadeau de mariage de mon meilleur ami. Oui, les cougars rôdaient dans les années 1990. Pendant ce temps-là, mes amis avançaient dans leur carrière, ils avaient droit à leurs 4% d'augmentation tous les ans. Ils possédaient maintenant leur Mustang ou leur Acura et leur maison de ville de 120 mètres carrés. Ils semblaient satisfaits et menaient la vie pleine d'espoir que la société leur avait tracée. Ils étaient normaux, et moi pas. À 26 ans, je suis tombé en dépression, mes affaires ne roulaient pas toutes seules, et moi non plus. La dépression saisonnière s'attaquait à mon mental déjà mis à mal. Le temps morne, gris et pluvieux de Chicago me faisait rêver d'un lit bien chaud et de pâtisseries appétissantes. On dit que le soleil vient avant la réussite, alors c'est vrai, je ne réussissais pas grand-chose. Lassé de ces boulots pour élèves en décrochage scolaire, j'avais du mal à sortir du lit, le matin, et le doute est devenu mon lot quotidien. Physiquement, émotionnellement et financièrement épuisé par mes échecs, je savais que mes résultats n'étaient pas représentatifs de qui j'étais vraiment. Je savais qu'il existait une autoroute pour la richesse, mais je n'arrivais tout simplement pas à la prendre. Qu'est-ce que je ratais? Qu'est-ce qui m'empêchait d'avancer? Après toutes ces années de recherche et d'études, plus un placard plein de livres, de magazines et de vidéos pour un démarrage rapide, je n'étais pas encore sur la voie de la richesse. J'avais calé sur le trottoir, et l'autoroute n'était nulle part en vue. Plongé dans ma dépression, j'ai cherché des échappatoires, mais plutôt que la drogue, le sexe ou l'alcool, je me suis perdu dans les livres et j'ai continué à étudier les millionnaires qui n'étaient pas des célébrités. Si je ne pouvais pas connaître la réussite, je pouvais m'échapper dans la vie de ceux qui la connaissaient en me plongeant dans des autobiographies de riches, des histoires de réussite et autres contes de faits de personnes qui avaient réussi en partant de rien. Mais les choses sont allées de mal en pis. Mon entourage a commencé à me lâcher. La femme qui partageait ma vie depuis longtemps a décrété « Tu n'as aucune détermination ». Elle avait un boulot dans une agence de location de voitures, mais on se disputait parce qu'elle faisait des horaires impossibles pour 3 francs 6 sous, un salaire astronomique de 28 000 $. Ce à quoi elle répondait factuellement, à juste titre, « Tu n'as pas de boulot, tu rapportes 27 000 $ de moins que moi, et pas un de tes business ne marche. » C'était une fine mouche. Notre relation s'est achevée quand elle a commencé à se faire draguer par un cadre de la radio. Et puis il y avait ma mère. Les premières années qui ont suivi mes études, elle me fichait la paix, mais après il y a eu les échecs et les boulots débiles. J'ai imploré sa patience et soutenu, pour ma défense, que la création de richesse pour un entrepreneur sur la voie rapide se faisait selon une courbe exponentielle alors que ceux qui ont des boulots tout à fait normaux sont sur une courbe linéaire. Hélas,
Peu importait que mes graphiques et mes diagrammes soient super, ma mère avait perdu la foi, et je ne pouvais pas lui en vouloir. Envoyer un homme sur Mars paraissait plus prometteur. Ses recommandations ont émoussé mon élan. Au moins 20 fois par semaine, elle criait « Trouve-toi un boulot, fiston ». Brr, aujourd'hui encore, j'en frémis. Cette phrase, lancée sur ce ton, pourrait exterminer des cafards dans un monde post-apocalyptique. Il y avait des jours où j'aurais voulu me coincer la tête dans un étau et m'écraser les oreilles jusqu'à devenir sourd. Trouve-toi un boulot, fiston, l'injonction pénétrait jusqu'à mon âme, le verdict maternel était tombé, sans appel, échec, avec vote de censure. Ma mère fit une suggestion, le magasin d'à accent grave côté embauche un responsable épicerie fine, pourquoi tu n'y vas pas pour voir de quoi il retourne? Comme si mes études supérieures et mes difficultés depuis 5 ans allaient disparaître au comptoir, derrière les saucissons et les salades de pommes de terre que je servirais aux super-mamans du quartier. Merci pour l'info, mais j'en resterai là. Une lumière dans la tempête. Il m'a fallu les affres d'une tempête de neige à Chicago pour que je me retrouve à un tournant de ma vie. C'était par une nuit glacée et noire, j'étais mort de fatigue alors que je travaillais comme chauffeur de limousine. Mes chaussures étaient trempées à cause de la neige mouillée, et je luttais contre une migraine. Les 4 comprimés d'aspirine que j'avais pris 2 heures plus tôt n'avaient eu aucun effet. Je voulais rentrer chez moi, mais c'était impossible. J'étais coincé dans une tempête, et mes itinéraires habituels étaient sous la neige. J'ai garé la limousine sur le bas-côté dans une ruelle peu éclairée, et j'ai senti le froid glacial de la neige fondue remonter le long de mes jambes depuis mes orteils. Pendant ce temps-là, mes amis avançaient dans leur carrière, ils avaient droit à leurs 4% d'augmentation tous les ans. Ils possédaient maintenant leur Mustang ou leur Acura et leur maison de ville de 120 mètres carrés. Ils semblaient satisfaits et menaient la vie pleine d'espoir que la société leur avait tracée. Ils étaient normaux, et moi pas. À 26 ans, je suis tombé en dépression, mes affaires ne roulaient pas toutes seules, et moi non plus. La dépression saisonnière s'attaquait à mon mental déjà mis à mal. Le temps morne, gris et pluvieux de Chicago me faisait rêver d'un lit bien chaud et de pâtisseries appétissantes. On dit que le soleil vient avant la réussite, alors c'est vrai, je ne réussissais pas grand-chose. Lassé de ces boulots pour élèves en décrochage scolaire, j'avais du mal à sortir du lit, le matin, et le doute est devenu mon lot quotidien. Physiquement, émotionnellement et financièrement épuisé par mes échecs, je savais que mes résultats n'étaient pas représentatifs de qui j'étais vraiment. Je savais qu'il existait une autoroute pour la richesse, mais je n'arrivais tout simplement pas à la prendre. Qu'est-ce que je ratais? Qu'est-ce qui m'empêchait d'avancer? Après toutes ces années de recherche et d'études, plus un placard plein de livres, de magazines et de vidéos pour un démarrage rapide, je n'étais pas encore sur la voie de la richesse. J'avais calé sur le trottoir, et l'autoroute n'était nulle part en vue. Plongé dans ma dépression, j'ai cherché des échappatoires, mais plutôt que la drogue, le sexe ou l'alcool, je me suis perdu dans les livres et j'ai continué à étudier les millionnaires qui n'étaient pas des célébrités. Si je ne pouvais pas connaître la réussite, je pouvais m'échapper dans la vie de ceux qui la connaissaient en me plongeant dans des autobiographies de riches, des histoires de réussite et autres contes de fées de personnes qui avaient réussi en partant de rien. Mais les choses sont allées de mal en pis. Mon entourage a commencé à me lâcher. La femme qui partageait ma vie depuis longtemps a décrété « Tu n'as aucune détermination ». Elle avait un boulot dans une agence de location de voitures, mais on se disputait parce qu'elle faisait des horaires impossibles pour 3 francs 6 sous, un salaire astronomique de 28 000 $. Ce à quoi elle répondait factuellement, à juste titre, tu n'as pas de boulot, tu rapportes 27 000 $ de moins que moi, et pas un de tes business ne marche. C'était une fine mouche. Notre relation s'est achevée quand elle a commencé à se faire draguer par un cadre de la radio. Et puis il y avait ma mère. Les premières années qui ont suivi mes études, elle me fichait la paix, mais après il y a eu les échecs et les boulots débiles. J'ai imploré sa patience et soutenu, pour ma défense, que la création de richesse pour un entrepreneur sur la voie rapide se faisait selon une courbe exponentielle alors que ceux qui ont des boulots tout à fait normaux sont sur une courbe linéaire. Hélas, peu importait que mes graphiques et mes diagrammes soient super, ma mère avait perdu la foi, et je ne pouvais pas lui en vouloir. Envoyer un homme sur Mars paraissait plus prometteur. Ses recommandations ont émoussé mon élan. Au moins 20 fois par semaine, elle criait « Trouve-toi un boulot, fiston ». Brr, aujourd'hui encore, j'en frémis. Cette phrase, lancée sur ce ton, pourrait exterminer des cafards dans un monde post-apocalyptique. Il y avait des jours où j'aurais voulu me coincer la tête dans un étau et m'écraser les oreilles jusqu'à devenir sourd.
Trouve-toi un boulot, fiston, l'injonction pénétrait jusqu'à mon âme, le verdict maternel était tombé, sans appel, échec, avec vote de censure. Ma mère fit une suggestion, le magasin d'un accent grave côté embauche un responsable épicerie fine, pourquoi tu n'y vas pas pour voir de quoi il retourne? Comme si mes études supérieures et mes difficultés depuis 5 ans allaient disparaître au comptoir, derrière les saucissons et les salades de pommes de terre que je servirais aux super-mamans du quartier. Merci pour l'info, mais j'en resterai là. Une lumière dans la tempête. Il m'a fallu les affres d'une tempête de neige à Chicago pour que je me retrouve à un tournant de ma vie. C'était par une nuit glacée et noire, j'étais mort de fatigue alors que je travaillais comme chauffeur de limousine. Mes chaussures étaient trempées à cause de la neige mouillée, et je luttais contre une migraine. Les 4 comprimés d'aspirine que j'avais pris 2 heures plus tôt n'avaient eu aucun effet. Je voulais rentrer chez moi, mais c'était impossible. J'étais coincé dans une tempête, et mes itinéraires habituels étaient sous la neige. J'ai garé la limousine sur le bas-côté dans une ruelle peu éclairée, et j'ai senti le froid glacial de la neige fondue remonter le long de mes jambes depuis mes orteils. J'ai serré le frein à main et me suis retrouvé face à face avec moi-même dans un silence de mort, il n'y avait rien autour de moi, que les flocons qui tombaient pour me rappeler à quel point je déteste l'hiver. Les yeux sur les marques de brûlure de cigarettes au plafond de la limousine, j'ai pensé, mais qu'est-ce que je fous ici? C'est ça ma vie, maintenant? Immobile dans une ruelle déserte au milieu de nulle part, bloqué par le blizzard en pleine nuit, j'avais eu ma dose. Parfois, lorsque les choses s'éclairent, c'est comme une douce brise qui vous caresse, parfois, c'est comme si un piano Steinway vous tombait sur la tête. Pour moi, ça a été le piano. Une certitude cinglante s'est imposée à mon cerveau, tu ne peux pas vivre un jour de plus comme ça. Si je voulais survivre, il allait falloir que je change. La décision de changer. L'hiver rigoureux m'a remis sur mes 2 pieds. J'ai décidé de changer. J'ai décidé de prendre le contrôle de quelque chose que je croyais incontrôlable, mon environnement. J'ai décidé de quitter Chicago pour aller où? Je ne savais pas, et, à ce moment précis, je m'en fichais. En un instant, je me suis senti puissant. La rapidité de ce choix a instillé un peu d'espoir et de bonheur dans ma misérable existence. Mes échecs se sont évaporés, et je me suis senti renaître. Tout à coup, une impasse convergeait avec un rêve. Ce n'était pas simplement la décision de bouger, c'était le fait de prendre le contrôle et de savoir que j'avais le choix. Fort de ce nouveau pouvoir, j'ai réfléchi à des options qui ne m'avaient jamais traversé l'esprit. Je me suis posé une question simple, si je pouvais vivre n'importe où dans le pays, sans restriction, où est-ce que je m'installerais? J'ai réfléchi à ce qui était important pour moi, et j'ai entouré 5 villes sur la carte. Le mois suivant, je déménageais, ou devrais-je dire je m'échappais. Quand la voie lente rejoint l'autoroute. Je suis arrivé à Phoenix avec $900 en poche, pas de boulot, pas d'amis et pas de famille, juste 330 jours de soleil et une envie brûlante de prendre l'autoroute du millionnaire. J'avais, pour tout bagage, un vieux matelas, une Buick Skylark toute rouillée de 10 ans qui n'avait plus de 3e vitesse, quelques petites affaires commerciales qui rapportaient peu d'argent, et plusieurs centaines de livres. L'épicentre de ma nouvelle vie était un petit studio dans le centre de Phoenix que je louais pour $475 par mois. J'ai transformé ce studio en bureau. Pas de chambre à coucher, pas de meubles, juste un matelas qui envahissait la cuisine. Je dormais avec des miettes de pain inévitables, quand on pose son matelas dans la cuisine, près du plan de travail. Je vivais pauvre et sans aucune sécurité, mais je me sentais riche. J'avais le contrôle de ma vie. L'une des nombreuses activités commerciales que j'avais créées était un site web. Lorsque j'étais chauffeur de limousine à Chicago, il pouvait m'arriver de n'avoir rien à faire pendant des heures, j'avais alors beaucoup de temps libre pour lire des livres. Je ne perdais pas ce temps. Quand j'attendais des clients à l'aéroport ou lorsqu'ils se jetaient 2 ou 3 verres derrière la cravate au bar du coin, j'étais dans la limousine et je lisais. Et lisais. J'étudiais tout ce qui me tombait sous la main, de la finance à la programmation Internet, et encore et toujours des autobiographies de personnes riches. Ce travail de chauffeur de limousine m'a apporté quelque chose de bien particulier, il m'a mis face à un besoin inassouvi qu'il fallait satisfaire. 1-2. Mes clients m'ont demandé si je connaissais une bonne compagnie de limousine à New York. Quand je l'ai déposé à l'aéroport, j'avais une idée d'invention en tête. Si je vivais à Chicago, mais que j'avais besoin d'une limousine à New York, où irais-je pour en trouver une? Je n'avais pas d'annuaire des pages jaunes de New York sous la main, comme probablement tous ceux qui n'habitaient pas New York.
Confronté à cette question, j'ai déduit que la même question se poserait pour d'autres voyageurs. Alors j'ai créé un site web pour résoudre ce problème. Naturellement, Internet ne connaît pas de limites géographiques, donc cette entreprise hasardeuse a bien fonctionné à Phoenix. Mais, comme mes précédentes tentatives, elle ne me rapportait pas beaucoup d'argent. Cela dit, c'était différent, à présent. J'étais privé de tout dans une ville inconnue, sans argent, sans travail et sans filet de protection. Il fallait que je concentre mes efforts. Je me suis lancé dans une campagne publicitaire agressive pour mon site web. J'ai envoyé des emails. Fait du démarchage téléphonique. Posté des courriers. J'ai appris comment faire de l'optimisation pour les moteurs de